à la quatrième intervention d'aujourd'hui, présentée par le Dr Ayoub Hassaini, qui nous vient de l'Université d'Alger 3, intitulée Technique d'évaluation de la masse musculaire, fonctionnelle des membres inférieurs chez les sprinters. Bon, bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah wa salatu ala rasulillah, Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, je vous remercie pour cette chance d'avoir un bon débat scientifique sur le domaine des tests et des évaluations sportives. Ok, donc notre intitulé était l'intitulé c'est l'évaluation de la masse musculaire fonctionnelle des membres inférieurs chez les sprinters. Donc, comme tout le monde sache, que chaque étude scientifique doit se baser avant son départ sur deux types principaux, ou bien d'avoir des études antécédentes qui vont essayer de nous engager vers une nouvelle réflexion dans le domaine, ou bien la deuxième chose, c'est automatiquement les observations qui seront sur le terrain dans le domaine du sport. Et donc, comme exemple, on donne ces quatre photos qui nous intriguaient. Si on essaie de voir surtout le côté des membres inférieurs de ces sprinteurs-là, donc la première chose marquante qu'on voit, c'est le volume musculaire qui existe dans ces membres inférieurs. Et si on fait une comparaison entre le volume musculaire des membres inférieurs chez les marathoniens et les sprinteurs, ça se voit qu'il y a une grande différence. Donc, sachant que le muscle, c'est le principal organisme qui engendre la force musculaire, et donc l'idée principale, c'est que la force musculaire sera plus engendrée par les sprinteurs que les marathoniens. Et donc, passons un peu à un petit rappel théorique de ces choses-là. Donc, on parle là de la théorie des glissements des filaments, donc actine et myosine, dans la contraction musculaire. Et on dit bien que la masse musculaire fonctionnelle fait référence à la masse musculaire qui est activement impliquée dans la production de force et de mouvements en opposition à la masse musculaire inactive ou non contractive. Donc, sachant que le muscle, il est composé d'un nombre de fibres musculaires, mais est-ce que tous ces fibres musculaires sont actives dans l'action ou non? Donc ça reste à voir. Et maintenant, parlons un peu de l'unité motrice, parce que là, exactement, on va parler du côté neuromusculaire pour savoir s'il y a une bonne activation de toutes ces fibres musculaires ou non. Donc, parlons premièrement de l'unité motrice, l'ouahda al-harakiya. Donc, c'est une unité fonctionnelle de base du système neuromusculaire. Elle est constituée de deux éléments principaux. Premièrement, c'est les motoneurones alpha, et deuxièmement, c'est les fibres musculaires, sachant qu'un motoneurone peut être lié à diverses fibres musculaires, mais reste que ces fibres musculaires seront toujours du même type, donc ou bien lentes ou bien rapides. Ok. Donc voilà les trois types des fibres musculaires, le type 1, le type 2A et le type 2B. Donc, sachant leurs caractéristiques spéciales, que le type 1 ont une forme de fibre, elle est plus lente, mais elle est plus petite en diamètre. Elle est lente, elle a une bonne résistance à la fatigue et une teneur en glycogène faible, mais une teneur de myoglobine plus élevée. Pour les types 2, que ce soit A et B, automatiquement la forme, elle est au contraire de l'autre, donc la forme de la fibre, elle est courte, le diamètre il est plus grand, pour la force et la vitesse, donc elle est très active, la résistance à la fatigue elle est faible, pour la teneur en myoglobine elle est faible, mais pour la teneur en glycogène elle est trop élevée. Ok. Maintenant, donc, parlons du recrutement des unités motrices selon le principe de Hellman. Donc, Hellman a trouvé que les unités motrices sont toujours recrutées selon un ordre précis, donc basé sur la taille des motoneurones. Donc, toujours, quand il y a une activation musculaire dans un muscle, toujours les premières fibres à être activées, c'est les fibres de type 1. Mais si l'effort demande quelque chose de plus, donc il y aura une activation des types 2A et après le type 2B. Donc là, le tableau, il va bien nous récapituler ces choses-là. Donc,
pour des faibles intensités d'effort qui sont de l'ordre de moins de 25%, donc on n'aura que l'activation du type 1. Mais si on demande une force d'entre 25 et 60% du max, donc il y aura l'activation du type 1 et du type 2 et du type 2A. Et pour des forces élevées de plus 60 à 80%, il y aura l'activation des trois types 1, 2A et le 2B. Donc là, on donne un petit schéma récapitulatif de la biopsie musculaire chez divers sports. Donc on voit bien que chez les sprinteurs, le pourcentage de fibres rapides est estimé à peu près à 80% et de fibres lentes à 20%. Par rapport aux marathoniens, qui est le centre contraire. Donc les fibres rapides sont de 20% et les fibres lentes sont de 80%. Donc, quand on fait une adaptation morphologique à ces deux exemples, donc pour les sprinters, on a plus de fibres rapides, les muscles automatiquement, comme on a vu dans les photos, sont plus épais et denses, et il y a plus de glycogène intramusculaire. Pour les marathoniens, majorité, c'est les fibres lentes, les muscles sont plus fins, mais très bien vascularisés, et qu'il y a plus de lipides intramusculaires parce que c'est la substance principale pour les marathoniens lors de leur action. Maintenant, passons à la définition du modèle lambda. C'est quoi le modèle lambda? Donc, théoriquement, le modèle lambda, aussi appelé la théorie du seuil de longueur musculaire, ce théorème dit que le cerveau ne commande pas une force ou une trajectoire directement, mais généralement il essaye de déclencher un seuil réflexe lambda, que le muscle toujours va essayer de revenir à lui. Donc si on voit là, on a pris un exemple de sarcomère pour essayer de voir cette contraction musculaire. Donc cette théorie-là dit que le cerveau toujours essaye de cibler une longueur musculaire lambda. Donc, quand on dit par exemple le coude il est fléchi, on doit faire une contraction musculaire. Pour lui, pour cette théorie-là, la longueur musculaire en extension, elle est fixée au début, parce qu'on est en repos. Mais après, le théorème lambda dit que le cerveau va donner des instructions pour donner une constante lambda de raccourcissement, qui est à peu près, on va dire qu'elle est comme ça. Donc automatiquement, le muscle va avoir une tendance à partir de cette longueur-là jusqu'à l'autre longueur. Donc généralement, c'est la théorie exemplaire qui passe maintenant dans le domaine du neuromusculaire. Donc si on peut résumer, on dit que pour les trois types du muscle, donc pour l'isométrique, donc il n'y a pas de mouvement. Donc pour eux, le lambda, c'est la position où le mouvement il est. Pour le concentrique, on fait automatiquement un lambda plus raccourci que ce qui est actuellement le muscle. Donc il essaie d'avoir un rétrécissement. Pour l'excentrique, c'est l'autre chose. On va faire un lambda plus grand, mais toujours que la force externe, les forces de freinage et de mouvement, vont automatiquement avoir plus de force que la force de contraction, et automatiquement on va faire l'excentrique. Donc là on a directement un exemple de la foulée et l'activation musculaire selon divers muscles principaux qui vont être actifs dans la foulée du sprinter. Donc on parle du pseudo-iliatique, du grand fessier, du droit antérieur, du vaste, du biceps fémoral, l'ischio-jambier, le jambier intérieur, le solariel et les jumeaux. Maintenant, passons à pourquoi évaluer cette masse musculaire fonctionnelle. L'objectif, c'est quoi? Donc, premièrement, il y a un lien direct entre l'activation musculaire et la masse fonctionnelle. Donc, automatiquement, si on voit le schéma du muscle là, donc on a dit que ce n'est pas toujours tous les fibres qui seront actifs. Donc, notre objectif principal, c'est savoir combien de pourcentage de fibres sont actifs. Et automatiquement, pour un sprinter, dès qu'on augmente ce nombre ou ce pourcentage, automatiquement, on aura plus de résultats dans sa puissance musculaire.
Donc, pour notre application de ce test-là, on essaie de faire un test qui est un peu grosso modo, mais il reste qu'on est en pleine étude pour essayer d'avoir plus de précision dans ces études-là. Donc, premièrement, on va essayer de se baser sur les résultats du test in-body, donc qui va nous donner la masse maigre, sachant que la masse maigre, automatiquement, c'est tout ce qui est protéines, os et eau dans le sang, dans le corps humain. Donc, on va seulement enlever le côté graisse. Donc, dans cet exemple-là, on a donc pour un individu qui a un poids de 59,1 kg, donc sa masse graisse est de 37,3 kg. Quand on voit là, dans la masse maigre segmentaire, donc selon les segments, pour notre étude, donc automatiquement c'est les membres inférieurs, on a 5,21 kg pour les membres inférieurs droits et 5,12 kg pour les membres supérieurs. Donc automatiquement, on va utiliser une formule pour avoir le taux de la masse musculaire des membres inférieurs et c'est la masse des jambes. Donc on va faire une addition de ces deux-là sur la masse maigre totale fois 100. Donc là, on a fait les calculs. Pour cet exemple-là, on a environ 27,7% de masse maigre dans les jambes inférieures par rapport à tout le corps de cet athlète-là. Donc pour une bonne interprétation de ces choses-là, donc on va dire que beaucoup d'études ont bien affiché que si on a une masse maigre dans les membres inférieurs moins de 30%, donc il y a un mauvais développement de la masse maigre des membres inférieurs. S'il est de 30 à 35%, c'est un niveau modéré, mais si on a plus de 35%, donc automatiquement c'est un niveau fort. Pour notre exemple, c'est un niveau modéré. Donc, le deuxième test qu'on va automatiquement utiliser en collaboration avec le premier test, c'est le test du squat jump. Pourquoi on a choisi le test du squat jump? Parce que, premièrement, le squat jump évalue principalement la puissance concentrique du muscle, c'est-à-dire la capacité du muscle à se contracter et à produire une force pour générer un mouvement sans l'aide d'un élan ou d'un réflexe myotatique. Et deuxième chose, en sprint, les sprinteurs utilisent principalement la contraction concentrique des muscles des membres inférieurs pour appliquer une force dans un mouvement rapide. Donc ça, c'est deux principaux critères qui nous ont menés à utiliser le test squat jump. Donc si on voit ici les résultats donc, pour les hauteurs du squat jump, donc c'est pour des hommes sédentaires, généralement c'est entre 25 et 30 cm. Pour les femmes sédentaires, c'est entre 20 et 25 cm. Pour les hommes sportifs de niveau modéré, donc c'est entre 35 et 40 cm. Les sportifs femmes modérés, c'est entre 30 et 35 cm. Pour les sprinteurs d'élite, c'est 45 et 55 et plus. Pour les sprinteuses élites plutôt, les femmes, donc c'est de 40 à 55 cm. Dans notre cas d'exemple, donc c'est un homme sportif de niveau modéré. Donc on prendra qu'il y aura un résultat entre 30 et 35 cm dans le test squat jump. Donc voilà une photo du test squat jump. Donc là, on va utiliser cette équation-là pour essayer d'avoir la puissance musculaire de ces membres inférieurs lors de ce test squat jump. Donc là, l'équation c'est de 21,2 fois la hauteur plus 23 fois le poids moins 1393. Donc on a calculé cette puissance-là et on a trouvé qu'elle est estimée à 814 watts. Et cette puissance-là, il faut bien préciser que c'est la puissance de la masse musculaire fonctionnelle. Parce que dans cet exercice-là, automatiquement, c'est les fibres fonctionnelles qui vont nous donner cette puissance de saut vertical. Donc là, on a l'interprétation. Donc, automatiquement, on a dit que c'est un sportif modéré. Donc, automatiquement, sa puissance sera généralement entre 80 et 100 watts par kilo. Et ça, c'est une étude de Tihani qu'il a fait en 1982 pour donner l'estimation, selon le niveau du sportif, combien de watts pourra engendrer 1 kg de muscle. Donc pour un sportif modéré, c'est entre 80 et 100 watts par kilo de muscle. Donc en utilisant
la moyenne de cette estimation. Et donc, on aura les watts qu'on a déjà calculés là. On va les diviser sur la moyenne qui est les 90. Et donc, on aura une estimation de 9,04 kg de muscle. Donc ça, c'est une estimation de quoi? C'est l'estimation de la masse musculaire fonctionnelle. Parce que là, on a utilisé les watts du test fonctionnel, qui est le squat jump. Le 90, c'est la moyenne de kilos par heure, qui est venue par le test, par l'étude du Tihani. Donc il a trouvé que sa constante, elle est pour les sédentaires, c'est entre 50 et 80 watts par kilo pour une personne sédentaire. Pour un sportif modéré, elle est entre 80 et 100 watts par kilo. Et pour les sprinters d'élite, il a trouvé qu'elle est entre 120 et 150 watts par kilo. Ok? Donc là, on a trouvé la masse musculaire fonctionnelle. Autant que dans le test de Lean Body, on a aussi la masse musculaire totale. Ok? Donc, voilà le dernier tableau qui va nous récapituler le tout. Donc, pour le total des membres inférieurs, on parle des membres inférieurs. Donc, le poids, c'est de 10,33. L'addition des deux, le 5,21 et le 5,12. Donc, c'est le 10,33. Et c'est le 100%. Et notre masse fonctionnelle, elle est de 9,04. Donc, elle est d'estimation de 87,5%. Donc, pour cet exemple-là, on peut dire que cet athlète-là, il utilise 87,5% de ses fibres musculaires des membres inférieurs qui sont activées juste pour son geste du test. Donc, les fibres du type 2B ont montré une production de puissance. Ça, c'est quelque chose de tiré d'une autre étude. Donc, généralement, les fibres de type 2, ils donnent 35,1 watts par litre. Il parle de litres parce que généralement, quand on fait des tests de laboratoire, on parle du volume musculaire. Mais les tests de terrain, on parle du poids musculaire. Donc ça, c'est ça la différence. La masse musculaire et l'autre, c'est le volume musculaire. Donc pour les types 2, c'est 35,1 de puissance. Pour les types 2A, c'est 17,1. Pour les types 1, c'est de 2,5 watts. Et donc, en conclusion, on voit que on dira que si on pourra utiliser des tests comme ça pour, premièrement, savoir combien de masse musculaire fonctionnelle utilise notre athlète, et si on arrive à faire une petite augmentation du niveau de 1% seulement dans notre échelle, automatiquement on aura gagné plus de 90 watts dans la puissance musculaire de ce membre inférieur. Et automatiquement, il aura un impact sur le gain du temps de sprint. Voilà, merci bien. Merci beaucoup, porteur. Donc, je vois bien que cette intervention s'inscrit directement dans le cadre d'abord de l'évaluation. Ensuite, surtout par rapport aux collègues volleyeurs, je crois que la masse fonctionnelle, la masse musculaire fonctionnelle, est un concept qui intéresse particulièrement les volleyeurs, sachant que c'est une action de compétition qui est déterminée dans ce sport. Donc, après cette brillante intervention, donc